60 jours avant le départ, le compte à rebours est lancé. Face au sommet de son destin, Ugo Ferrari se met en marche. En route pour l'UTMB! Chaque jour compte. Hop là. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, le numéro 390, 390, UTMB J-58. Et oui, ça y est, la vraie course arrive, celle qui les gouverne tous et qui dans les ténèbres les lie. Et oui, puisque nos favoris pour certains, c'est Poumon contre l'UTMB, mais après ça rapplique à toutes jambes pour venir le courir, parce que bien sûr on veut un peu de fame, on veut un peu de cash, on veut un petit peu tout ça, mais le reste du temps on critique, oulala c'est pas bien, c'est mal. UTMB J-58, voilà, je me fais une joie de démarrer ce J-60. Alors ça a démarré lundi sur mon site duc-army.fr. Ici nous ne sommes que sur une extension, et aujourd'hui nous aurons une question d'un patriote justement, puisque c'est le thème dans ce J-60. Plusieurs choses. Le lundi, la Ducronique est toujours là. Ce lundi, elle était absolument énorme, puisqu'il y avait la Western States, puisqu'il y avait le Lavaredo Ultra Trail, et il y avait les courses du marathon du Mont Blanc, où beaucoup d'élites, ça c'est ce que vous n'êtes pas, beaucoup d'élites, ah ben j'y peux rien, c'est vous qui les appelez comme ça, hein. Commencez pas à être vexés, beaucoup d'élites se sont réparties sur différents formats, et étonnamment, il y avait un niveau quasiment, mais pas tout à fait, mais quasiment, similaire entre le 90 du Mont Blanc et le marathon du Mont Blanc, le Mont Blanc par-ci, le Mont Blanc par-là. La Ducronique, elle a fait 29 pages. Voilà, lundi. Hop là! Pendant que l'équipe colporte des fake news sur un décès survenu. J'allais dire pendant l'Ironman de Nice, mais non, il a été annulé. Parmi les participants qui ont quand même décidé de faire l'Ironman, voilà, bon, il y a une personne malheureusement qui a eu un accident de la route en vélo. Et si on s'en tient à ce qui est écrit dans ce journal, qui pourtant se targue d'être un journal de qualité, eh bien malheureusement ils assimilent ça à un coup de chose qui, bien évidemment, est une fake news. Voilà, mais on essaye de vous faire croire, c'est un petit peu agaçant en ce moment, que les sportifs, engorgeraient les hôpitaux. Alors, moi j'y suis souvent allé à l'hôpital, enfin souvent. J'y suis allé parce que un coup, je me suis coupé un doigt dans une porte coupe-feu, hein, donc coupe-feu, coupe-doigt, magnifique cette porte là au collège. Parce que un coup, je me suis fait renverser par un automobiliste aussi en vélo, donc là, je me suis éclaté sur la route, hein, forcément. Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Un érésipèle. Ah oui, j'avais dû y aller 2 fois parce que le premier médecin avait mal diagnostiqué ça. Il m'avait juré que c'était une entorse. Je lui ai dit, mais quand même, docteur, de la fièvre avec une entorse, vous croyez pas que c'est bizarre? Ah là, il s'est énervé, il m'a dit, écoutez, je sais mieux que vous. Ah bon, d'accord. 2 jours après, un autre médecin, un peu plus intelligent cette fois, avec moins de, comment on dit? Quand ils sont hautains, là. Bon, il était moins con, en tout cas, a dit, ah oui, non, mais là, il y a une infection. Bah oui. Il y a une infection, une entorse, ouais. Une entorse. Oula, une entorse avec 39 de fièvre. Ben, c'est magnifique, mais c'est génial. Et il exerce toujours, hein, lui, il n'y a pas de problème. Donc ouais, à chaque fois que j'allais aux urgences, j'ai pas trop vu de sportifs. Pas trop. Par contre, j'ai vu tout un tas d'autres gens qui étaient en bien moins bonne santé que les sportifs. Et qui engorgeaient les urgences. Mais la vente de tabac est toujours légale en France. Il n'y a pas de problème. Pareil pour l'alcool, même si ça tend à être réduit. Le protoxyde d'azote sur les routes, absolument pas interdit. Si vous en consommez et que vous tuez quelqu'un, probablement vous n'irez même pas en prison. Donc voilà. Mais le problème, c'est les sportifs.
Les sportifs sont méchants, ils font du vélo quand il fait chaud, quelle horreur, oh là là, c'est à cause d'eux qu'on va tous mourir. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même aller se faire un petit peu enculer. Et c'est ce que j'ai rappelé sur Twitter à certaines personnes qui se disent médecins, mais qui balancent 30 tweets par après-midi, donc ils doivent vraiment beaucoup travailler. Hein. Disons, ça a l'air vraiment intense, ils ont l'air dépassés, effectivement, ils ont l'air surchargés de travail, c'est très impressionnant, très impressionnant. Je suis très impressionné par ces gens qui arrivent à la fois à soigner tout un tas de personnes, puisque selon eux, les urgences débordent, et à envoyer 25 messages en 1 heure sur Twitter. Prodigieux. Et si cette personne l'a fait durant sa pause, eh bien, quelle triste vie elle mène. Alors, ce J-60, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Donc, je disais le lundi, toujours la chronique. Toujours. Bien sûr, c'est immuable, ça ne bouge pas. Mais l'interview disparaît. Elle est remplacée par un article et un audio le mardi qui vous propose une vision globale de l'entraînement que je souhaite, je dis bien que je souhaite, réaliser sur la semaine qui arrive, du mardi au dimanche. Le mercredi, une fois sur deux, comme c'est le cas, voilà, le podcast est ouvert au public pour qu'il ait un avant-goût de tout ce que je fais. Je répète, un avant-goût. C'est-à-dire que si vous appréciez ce podcast, vous êtes en train de titiller la surface émergée de l'iceberg. Il reste une très grande surface, largement plus grande, immergée. Vous n'y avez pas accès parce que vous n'êtes pas abonné à mon site internet. Donc je continue de vous dévoiler le programme. Le vendredi, l'an dernier, j'avais fait des articles sur différentes choses. Bien sûr, on va recommencer. Je n'exclus pas que il y ait peut-être un vendredi ou deux qui manque. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de nouveau matériel cette année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà entre les mains, depuis le mois de mai, le matériel que j'utilisais à l'UTMB, ce qui n'a pas toujours été le cas, donc on pourra en parler. Le dimanche, c'est le bilan de la semaine, parce que mardi, on propose l'entraînement et dimanche, on voit ce qui a été fait ou pas. Notamment l'an dernier, comme j'ai réussi à me blesser début juillet, ce qui était très, très intelligent, là j'avais fait fort, eh bien on était sans arrêt en train de réadapter. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a une intervention de ma part, nous clôturerons l'audio par une réponse à la question, comme nous allons le faire tout à l'heure. Cette préparation UTMB, elle a un deuxième intérêt, c'est que je vais utiliser le levier de l'altitude avec un stage d'1 mois dans la station de Tignes. Ce sera mon 5e en 6 ans. On pourra revenir dessus en détail, même si en 2021, j'avais déjà expliqué comment réaliser un stage en altitude et j'avais ensuite prouvé que je l'avais bien réalisé, mais il faut répéter, donc nous répétons. Tout est déjà connu sur l'altitude. Il y a des gens qui essayent de vous faire croire que voilà, il y a ceci, il y a cela. Pour réussir un stage en altitude, tu regardes ce que j'ai fait en 2021, boum, t'appliques, hop. Après, tu peux bricoler des trucs, c'est un peu du détail, mais tout est là, c'est simple, c'est facile, c'est clair. Même si certains essaieront de vous faire croire que c'est compliqué, pour se faire saucer à vos yeux, il faut toujours paraître plus intelligent que les autres pour les dominer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont. Ça veut plutôt dire qu'ils sont arrivistes, ce qui est bien évidemment très mal. Et on espère qu'il n'y aura pas de blessure comme ce vilain TFL méchant, pas gentil, qui m'avait enquiquiné l'an dernier. Alors, enfin, c'était pas tout à fait ça d'ailleurs, parce que j'avais d'abord repris la course en descente, ce qui était assez étonnant, mais ça y ressemblait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, sur mon site duc-army.fr, justement, c'est le moment de venir, c'est le moment de nous rejoindre, puisque j'ai lancé le parrainage. Alors, vous étiez en train de voir un bouton, inactif. Eh bien, sachez que désormais il l'est, ce parrainage, parce que le Duc pense à tout, parce qu'il pense à ses fidèles, et parce que oui, il est généreux. Donc cette nouvelle fonctionnalité fait son apparition sur mon site, donc vous avez normalement un bouton orange qui doit être en bas à droite.
Tu cliques dessus, hop, tu rejoins l'aventure. Comment ça marche? C'est très simple. Il y a une création de compte, puisque ça marche avec un logiciel, un truc additionnel à mon site internet. Tu partages ton lien unique et les nouveaux soldats ainsi enrôlés dans la Duke Army vont bénéficier, et toi aussi, d'un cadeau de 10 €. Et puis, à chaque fois qu'il y en a un ou l'autre, dans les 2 par 1, qui commande, eh bien, paf, 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 ça se renvoie la balle et chacun reprend 10% des achats dans ses remises. Enfin, il y a un petit système de cagnotte. Ça fonctionne un petit peu comme Baou. Et où est-ce que j'avais vu ça? Je crois que sur le site NutriPure, ça y est également. Voilà. C'est des petits systèmes comme ça. Que dire de plus? Donc le parrainage est justement pour les patriotes qui sont déjà abonnés et qui se disent putain ouais, c'est vrai qu'il y a mon pote là, bon il hésite, tiens je vais lui glisser un petit lien de parrainage comme ça, si jamais il active le bordel, bim bam boum, moi aussi je croque quoi. Alors après sur mon site, attention, comme je serai en stage à Tignes, bien évidemment je ne pourrai plus vous envoyer vos superbes commandes. Alors il faut, si vous souhaitez quelque chose, les bobs, les t-shirts, les chaussettes, les shorts, je vais peut-être pas vous parler des bandeaux et des tours de cou en ce moment, un drapeau pour faire le hooligan sur vos événements. Il faut commander avant le samedi 18 juillet, c'est impératif. Même topo pour les compléments alimentaires Nutriting, puisque c'est moi qui réalise les envois. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné à mon site internet, n'hésitez pas à me solliciter pour une petite réduction. Il n'y a pas de code promo sur les compléments alimentaires Nutriting, mais via un système de contrôle totalitaire, puisque je suis le gérant de mon site internet, je peux attribuer à votre profil des réductions, si vous êtes gentil ou pas. Voilà, par exemple, si vous trouvez que c'est bien d'utiliser la lumière rouge à l'UTMB, vous n'aurez pas de réduction. Et si, comme moi, vous pensez que c'est un scam, vous aurez une réduction. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler parce que, quand même, quand c'est idiot, il faut le dire. Et voilà. Je sais pas... Il y a Anthony Felber qui a pété un plomb l'autre fois sur Instagram, il avait mis une story. Parce qu'il y a des travaux sur le... Je sais plus si c'est le téléphérique ou le télécabine du côté d'Argentière. Enfin, je m'en fous, je fais pas de ski alpin. Mais là, c'est open bar, tu vois. T'as le droit de travailler la nuit. Les grues, qui font plusieurs dizaines de mètres de haut, ont le droit de travailler la nuit avec, bien sûr, un éclairage de sécurité qui n'est absolument pas rouge. Il est blanc, vif. Et là, c'est bon, tu vois. Là, on dérange personne. Ça fait du bruit toute la nuit. Ça fait de la lumière. Là, ça va, c'est autorisé. On doit être à 2 pas d'un glacier. C'est visible, bien entendu, dans toute la vallée. Mais là, ça va. Il n'y a aucune association, aucune réserve. Tout le monde se tait. Tout le monde fait un grand silence. C'est le roi du silence. On fait le jeu du roi du silence. Hop, attention, on démarre des travaux pour l'industrie du ski alpin. Attention, roi du silence. Mais vous utilisez des... Non, non, hop. Roi du silence, on a dit. Mais au ski alpin, il y a 10% des billets qui sont pour les Français, le reste, c'est les étrangers. Non, non, roi du silence, on a dit roi du silence. Oui, mais si c'est les étrangers, ils viennent sans doute en avion, je pense notamment aux Brésiliens. Non, non, pop, tais-toi. Oui, mais parce que les Brésiliens, tu les fais venir au Club Med, tu sais, les trucs là immenses que tu fous un peu n'importe où parce que t'as tous les contacts pour les poser n'importe où dans la nature. Ah, top, roi du silence, on a dit roi du silence, tais-toi. C'est magnifique, et le problème, encore une fois, c'est vous qui n'avez pas une lumière rouge, je le rappelle. La réserve de Passy aussi a embrayé dans ce jeu grotesque lors de l'Ultra Trail du Haut-Gifre. Ça tombe bien, on va pouvoir y revenir en détail à l'automne en podcast, puisque l'organisatrice a décidé d'arrêter de queuquer et nous partagera son expérience des échanges absolument remarquables avec ces gens-là, qu'on fait des panneaux pour l'occasion. Voilà.
Et Dieu merci, il restait du bon sens parmi certaines de ces personnes, et vous allez voir qu'il y avait aussi des choses très belles. Enfin voilà, ça ce sera une interview à l'automne, puisque bah là on est sur le J-60. On est sur le J-60, on est 100% focus sur l'UTMB. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut penser à commander avant que je me taille pour fuir l'augmentation des températures. Je me taille à Tignes, à 2000 mètres d'altitude, où bien entendu je n'ai absolument pas chaud et où tout roule. Voilà, je vous donne des indications pour ceux qui vivent dans des appartements qui ont dépassé 30 degrés. Sachez que ça n'arrive pas à Tignes. Voilà. Avant cela, il me reste quand même 2 semaines dans la plaine là, à endurer un petit peu les coups de chaud. Alors on y va de tous les noms. Là on parle de blocage oméga pour la semaine prochaine, mais c'est génial. Toujours plus d'inventivité pour nous dire qu'il fait chaud. Parfait, royal. Dôme de chaleur, îlot de chaleur, patati patata. Donc c'est des mots qu'on n'avait pas avant. Ça n'existait pas. Ça a été inventé récemment, même si c'est vrai que les derniers records de température, en tout cas pour Chambéry, la ville qui me concerne, sont très récents. Parce que j'ai regardé justement, ça c'est bien avec l'intelligence artificielle, on peut faire plein de tableaux. Putain, le record de température, qui ne veut rien dire, parce qu'en fait si ça s'est pas installé longtemps, c'est vrai que c'est pas très dur si ça dure qu'une journée. Et le record était en août 2023, je n'avais pas souvenir. C'est vrai que j'étais à Tignes. Mais... on avait eu un 40,5. Putain, la vache, ça tape. Alors, on a souvent, même la semaine dernière, on a souvent réatteint 39. Mais voilà, le record a été 40,5. C'est vrai que... je me souviens quand j'étais enfant, en fait, au-dessus de 30, on flippait un peu. Et on n'avait pas trop le droit de jouer dehors l'après-midi. Au-dessus de 30. C'est vrai que maintenant, bon... c'est un autre monde. Bon, il y aura des limites, à 50 on va tous mourir, donc ce sera moins gênant, mais là pour l'instant c'est un peu chiant, cette espèce d'entre-deux là. Soit on meurt tous, soit on revient dans des conditions acceptables, mais entre les deux c'est un peu chiant. Ouais, donc speaker à la Montagnarde ce week-end. Montagnarde, j'ai fait quoi? J'ai fait 17, 18, 19, il y avait pas, il y avait le Covid. 21, 22, 23. Wow, 9e fois. 9e fois à la Montagnarde. Génial. Course rustique. Moi, je la mets avec l'Ultra Trail du Haut-Gifre, avec l'Ultra Tour du Beaufortin. Voilà, tous ces beaux ultras en montagne, là. Mais qui sont pas des 100 miles non plus. C'est des 100 bornes à peu près. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très très bien. Très savoureux, là. Des trucs où il n'y a pas trop de monde. Ça doit être 300 dossards par course à la Montagnarde. Alors par contre, je peux pas vous inciter à vous inscrire, c'est bien entendu complet depuis très longtemps, mais pensez-y. Pensez-y, vous allez utiliser une toute petite partie des chemins de la semaine UTMB, puisqu'il y a le passage au col du Tricot, il y a des passages dans le Beaufortin, voilà, c'est très beau, très chouette, très rustique, tout ce qu'on aime. Avec des ratios kilomètres dénivelés absolument affreux. Voilà, pour ce week-end-là. Et puis sinon, côté athlète, écoutez, je récupère gentiment de ce 90 du Mont-Blanc. Vendredi d'ailleurs, vous aurez le compte-rendu de ce 90 du Mont-Blanc qui va être très sympa. Très sympa, globalement, c'était bien. Pas d'autres courses avant l'UTMB, à moins qu'il y ait un chamboulement dans la préparation, mais sinon pas d'autres courses. Et puis ce mois à Tignes, c'est aussi un mois où je suis quasiment professionnel dans ma pratique. Alors certes, je bricole tout un tas de choses sur mon site internet, mais voilà. Vous faites ça allongé sur un canapé, ça n'a rien à voir avec la fatigue introduite par l'animation au micro de la Maxi Race, par exemple. Et j'ai paumé le sens de ma phrase, je voulais parler de ces sportifs professionnels, parce qu'il y en avait beaucoup devant moi aux 90 km du Mont-Blanc. Alors j'en compte 11,
Même si Dmitri Mityaev a explosé, il a quand même rallié l'arrivée sans trop exploser, justement. Donc il est devant. Dans le top 10, ils sont tous professionnels à l'exception de Nicolas Gourdon. Nicolas qui cumule... Qu'est-ce qu'il fait déjà? Prof de PS. Est-ce qu'il est à temps plein? Je sais plus. On l'avait interviewé dans la Duke Chronic. Et il coach également. Il est coach. Voilà. Et quand vous voyez ces résultats qui sont meilleurs chaque année, cette année, il améliore son chrono de 30 ou 40 minutes sur le 90 du Mont Blanc, mais il est 7ème au milieu de 11 professionnels du trail. Quand vous voyez cette progression, vous dites que le mec est plutôt malin. Voilà, il sait justement ne pas trop en faire. C'est très inspirant. Moi, j'aime beaucoup les gens comme ça, parce que je peux me comparer un peu à eux. Me comparer à Ben Diman, ça n'a aucun sens. On n'a ni la même vie, ni le même moteur de base. Alors, c'est inspirant de regarder ce que fait Ben, d'autant plus que c'est vrai que ça commence à devenir un sacré favori pour l'UTMB cette année. Surtout quand on voit ce qu'est en train de faire actuellement Kylian Jornet, Jim Wamsley, ça part un peu dans tous les sens. Tiens, je sais pas si Vincent Bouillard sera à l'UTMB cette année d'ailleurs. On ne sait pas encore tout ça. Mathieu Blanchard, tiens, pas de nouvelles non plus, mais pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que le Bendyman, Tom Evans qui est sur la hard rock, donc ça va peut-être être un peu short pour venir sur l'UTMB. Ouais, c'est vrai que ce Bendyman là commence à s'affirmer comme la meilleure cote pour cette UTMB. Je vous rappelle que Louison Coiffé sera lui sur la TDS, donc il va la violer, je pense, mais voilà, on va séparer les deux animaux là pour que chacun puisse manger une part du gâteau. Voilà, et ces sportifs professionnels que certains stigmatisent à tort, moi, m'inspirent beaucoup, parce qu'à un moment donné, ils ont quand même refusé la rémunération facile, mais entre guillemets, du travail. C'est-à-dire pour Ben, par exemple, c'est le coaching. Alors, peut-être qu'il en fait encore un petit peu, mais je crois qu'avec la naissance de ses jumeaux, il avait quand même mis un sacré coup de frein à cette activité, ce qui est logique. Voilà, l'activité de coaching pouvait lui rapporter un sacré paquet de fric à la fin du mois. Bon, tu fais une croix dessus, tu comptes uniquement sur tes sponsors. Alors, quand tu réussis, c'est bien, ça marche. Mais tu te mets dans une situation précaire, parce que... Est-ce qu'il y a des salariés à ASICS? J'en sais rien, mais globalement, il n'y a pas vraiment de salariés. C'est des entrepreneurs, en fait, qui se payent avec leur auto-entreprise, leur entreprise individuelle ou leur société, SARL, SAS, etc. Mais... si la marque de chaussures qui vous sponsorise ou la marque de vêtements qui vous sponsorise ne renouvelle pas votre contrat dans 2 ans et que vous avez passé 2 ans à avoir des pépins, ce qui peut arriver en trail, comme on fait très peu d'objectifs par an. On l'avait vu quand François Den s'était cassé un os de la cheville, c'était 2 ou 3 ans avant de revenir. Enfin, c'est monstrueux quand on a des vilaines blessures comme ça. Et bien si votre équipementier, entre-temps, change son fusil d'épaule, ne vous sponsorise plus et choisit d'en sponsoriser un autre, ce qui est un peu logique, puisque lui, il vous donne de l'argent pour être vu, eh bien vous n'avez plus rien, vous passez de sportif professionnel à pauvre, et ça peut être assez violent. Surtout si à ce moment-là, vous en aviez profité pour fonder une famille, acheter une maison avec un crédit, blablabla, blablabla. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, qui ont choisi à un moment donné de dire non à toute forme de revenus autre que celle qui viendrait de la force de leurs jambes et de leur capacité à continuer à performer, à exister également, puisqu'il faut enjoliver la performance. Si vous faites du cyclisme, c'est facile. Tous les coureurs cyclistes sont salariés. Donc à partir du moment où vous entrez dans une équipe cycliste, vous avez un salaire minimum, qui en World Tour doit être de plus de 3 500 € par mois, ce qui est déjà plus que la plupart des trailers pro. Et ensuite, si jamais vous n'êtes plus... Enfin, voilà, il y a le chômage, il y a tous ces trucs-là. Et quand vous êtes cycliste, c'est facile. Vous allez au Tour de France, vous faites une performance, c'est bon, tout le monde ferme sa gueule.
le sponsor Irak. Là, on traille, regardez le week-end dernier. Vous êtes un des meilleurs coureurs du peloton. Qu'est-ce que vous faites? Il y a le Lavaredo, il y a les courses du marathon du Mont Blanc, et il y a la Western States. Putain, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Les trois ont une couverture médiatique relativement impressionnante. Comment je fais? Si je vais sur un événement et que pour une raison X ou Y, il passe un peu à la trappe par rapport aux deux autres, je suis niqué. Donc le trail a cette particularité que c'est un peu la foire. Et donc, pour asseoir son statut d'athlète, il faut rajouter un petit côté visibilité via un investissement financier dans des belles photos, des belles vidéos, et si vous êtes feignant, quelqu'un qui publie tout ça à votre place. Ça existe, ça se fait, mais on est obligé d'investir un petit peu. En vélo, pas pareil. Donc voilà, gros respect pour ces gens-là. Enfin, d'ailleurs, moi je trouve ça magnifique d'ailleurs, puisque pour beaucoup, je pense à Vincent Esmiol qui a dû finir quand même dans le dur. Il était parti un peu à l'avant, et quand on le voit 10e à je sais plus combien de temps de la gagne, plus d'une heure, on se dit que il a dû avoir sacrément du mal à rallier l'arrivée, donc on imagine de l'abnégation, du courage, de la résistance à la douleur, voilà, bah ils ont pas bâché. Très peu ont bâché. C'était d'ailleurs pas trop mon pronostic, surtout avec cette chaleur, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'abandon que ça. Et voilà. Vraiment, ce sont des gens qui sont inspirants, qui nous tirent vers le haut. Même Mathieu Delpeuch, pour avoir un tout petit peu regardé ce qu'il avait fait, gros coup de moins bien dès le début, bah alors là c'est la panique, tu te dis mais putain qu'est-ce qui se passe, j'ai un gros problème, tiens je couvre peut-être quelque chose, on est seulement à 3 heures de course, est-ce qu'il faut pas que j'arrête pour récupérer et puis tirer une cartouche plutôt dans 2 ou 3 semaines? Eh ben non, il a baissé la tête, il a avancé, bon coup de bol, il a réussi à se remobiliser, à grappiller quelques places, au final ouais il arrive 1 minute derrière Vincent Esmiol, bon ben voilà, c'est bien. Ouais, beaucoup se sont fait la bite, comme on dit, ce week-end, donc très intéressant. Bravo messieurs, en tout cas. Je pourrais, moi aussi, goûter à ce monde du professionnalisme. C'est vrai, je pourrais tout envoyer chier au niveau de mon travail et vivre sur mes économies pendant 2 ou 3 ans, à peu près. Modestement, hein, bien sûr, attention. Mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Je suis plutôt partisan, je l'ai souvent partagé, de la philosophie pommeresque. Tiens, d'ailleurs, dans 10 jours, 12 jours, il est sur la Hard Rock, l'animal, face à Tom Evans. Putain, mais s'il le broie. La philosophie pommeresque, hein, qui a consisté à travailler toute sa vie, en parallèle du sport, hein, attention, il n'a pas attendu d'être à la retraite pour... Enfin, la retraite. Il n'a pas attendu d'arrêter de travailler pour performer, mais à un moment donné, il a dit stop. Il avait 50 ans, donc c'est tôt. Il a dit stop, et depuis, c'est régalade sur régalade. Bah, 2 hard rock, d'ailleurs. Ça, c'est assez inspirant, ça. Ça, j'aime beaucoup, ça. Et est-ce que j'arriverai pas à le faire encore plus tôt? 45 ans, 40 ans, c'est un gourmand. T'es un gourmand, toi. Voilà. Bah c'est bon, écoutez, on va pouvoir passer à la petite question. Alors j'ai sélectionné une question de Gonzague Barois qui va s'attaquer à l'UT4M 100. Et c'est marrant, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en 2027 l'UT4M? Parce que vous verrez, j'aurai un... Comment on dit un calendrier différent en 2027 par rapport à cette année, même si cette année je m'éclate, hein, bien sûr, mais je vais faire différemment en 2027 et la fenêtre pourrait, je dis bien pourrait, être ouverte pour cet UT4M 100, mais ça va dépendre de 2 ou 3 paramètres qui vont se jouer dans les prochaines semaines. Je voulais juste regarder d'où venait Gonzague, je crois qu'il est du Nord. Puisque forcément avec l'UT4M 100, eh oui, département 59. Aïe, aïe, aïe.
Donc on imagine toute la difficulté à préparer l'UT4M 100, qui fait à peu près 100 bornes et 6000 mètres de dénivelé quand on habite dans Schnorr. Alors Gonzague, il a été très malin. Il a été particulièrement intelligent, beaucoup ne font pas ça. Il s'est entraîné avec son sac de course. Et c'est ce qui lui a suggéré cette question. Salut Hugo, hâte d'entendre ce J-60 comme chaque année. Voici un de mes questionnements. Premier format 100 km cet été avec l'UT4M 100, une boucherie donc. J'ai commencé à faire quelques séances sac chargé avec tout le matériel obligatoire, ce qui donne 6,3 kg avec l'eau et la nutrition pour 12 heures. Pas de ravitaillement par des proches, donc autonome jusqu'à la base de vie. Alors j'ai regardé Gonzague, la base de vie est au kilomètre 55. Je pense que tu mettras un petit peu moins que ça, mais après c'est vrai que ça dépend beaucoup des conditions. L'UT4M, attention, grosse chaleur, orage, vous pouvez te manger à toutes les sauces là-bas. Donc méfiance. Bref. Tu pars à 7h du matin et tu vas arriver à la base de vie vers 19h. À mon avis, tu peux te passer de la grosse frontale. Quand je suis sur l'UTMB, j'aime bien utiliser une frontale de très bonne qualité, la Gollum, qui éclaire beaucoup avec une batterie qui tient longtemps. Parce que quand vous éclairez vif, blanc, avec beaucoup de lumen, ça vous maintient éveillé, ce qui est bien dans le cadre d'une compétition, ou que vous voulez juste pas vous tordre la cheville. J'ai besoin de l'éclairage le plus puissant pour les descentes aussi, pour aller plus vite. Donc, la nuit, grosse frontale, il n'y a pas de sujet. Maintenant, la journée, à l'UTMB, je me promène avec 2 petites lampes, là, des trucs que j'avais achetés chez plus où, qui sont tout légers, qui doivent faire 15-20 grammes, qui utilisent des piles rondes, d'ailleurs, que je scotche à l'arrière, pour dire que j'ai une batterie rechargeable. Et là, par contre, du coup, tu gagnes le poids de la frontale, tu gagnes facilement 100 grammes. Alors, ton 6,3 kg, il est énorme. Je reprends ta question. Ça me semble fort chargé, surtout en comparant avec les sacs des autres trailers sur les photos des courses. Alors, méfiance quand même sur les apparences, puisque l'an dernier, j'utilisais un sac Salomon Adv Skin 12 à l'UTMB, et tu avais l'impression que j'avais pris sur moi un parachute. C'était énorme. Pourtant, il faisait 3,6 kg. Cette année, j'utilise un sac Wise, qui est un peu plus ramassé, un peu plus serré, un peu plus... Et avec le matos UTMB, il fait vraiment plus petit. Pourtant, j'ai le même matos à l'intérieur. Et il fait aussi 3,6 kg. Donc attention à la forme visuelle des sacs qui peut changer d'une marque à l'autre. Il suffit que tu aies pris une veste, que tu l'aies pas pliée, qu'elle ballotte comme ça dans le sac, tout de suite on a l'impression que tu es avec ton parachute. Alors que la veste, si elle fait 150 grammes quand elle est mise sous vide, elle fait aussi 150 grammes quand elle est balancée comme ça au milieu d'un sac. Donc attention au visuel des sacs qui ne veut rien dire. Je devrais gagner quelques centaines de grammes si les conditions sont clémentes et que l'organisation supprime quelques obligations du matériel. Alors, ça, tu te mets le doigt dans l'œil, on ne t'enlèvera jamais du matos. Parce que, comme tu vas en haute montagne, tu vas passer le col de Fontfred, qui est à plus de 2600 mètres d'altitude, entouré par des glaciers, des petits bouts de névé et des lacs. Le risque d'orage est sans doute énorme là-bas. À mon avis, tu vas te le trimballer, le matériel. Je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que ça te semble correct ? La réponse est non. Faut-il que je trouve du matériel beaucoup plus léger ? La réponse est oui. Merci pour ton retour et bonne prépa. Gonzague. Alors,
Comme je te l'ai dit brièvement, mon sac pour l'UTMB fait à peu près 3,5 kg. Dans une configuration où il ne pleut pas. Je vais vous dire pourquoi. S'il pleut pas, je prends du matériel minimaliste. C'est-à-dire une veste qui protège de la pluie, mais qui est quand même pas très épaisse. Des gants qui combattent le froid, mais pareil, ils sont pas forcément très épais, etc. Voilà, alors du matos conforme, hein, bien sûr, à la liste du matériel obligatoire, mais tu sais que en cas de grand froid, tu ne prendrais pas ça. Tu le sais. Donc quand j'ai mon matos comme ça, un peu au top du top, on est aux alentours des 3,5 kg. Le pire moment pour moi sur l'UTMB, c'est au niveau des contamines et de Courmayeur, parce que là je pars pour 6 ou 7 heures sans assistance, et donc j'ai pas mal de choses sur moi au niveau de la nutrition, etc. Donc tu vois, il y a une différence de quasiment 3 kilos entre nous. Ce qui est beaucoup trop, il y a un problème. Il y a un réel problème dans ton sac. Même si, admettons que tu prennes le double de la nutrition par rapport à moi, donc je crois que j'avais 900 grammes de nourriture. Et toi, t'as 1,8 kg. Il y a quand même 2 kilos de différence entre nous, donc voilà, ça reste beaucoup trop. 2 kilos de différence entre nous. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Gonzague? Qu'est-ce que t'as branlé avec ton matériel obligatoire? La lampe que t'as prise, c'est le phare de la bagnole, non? Comment t'as fait? La veste, t'as pris un truc pour aller au Groenland? Non, explique-nous. Je vais te donner quelques grammages de mon matériel. Mon collant fait 130 grammes. Je te donne une astuce. Admettons que tu fasses du L. D'accord? Le L, c'est ta taille. Tu es en taille L. Tu sais qu'il fait beau, que la nuit sera pas trop fraîche, il n'y a pas d'intempéries de prévu, donc tu ne vas pas utiliser ton short. Bon, au pire, tu auras froid 10 minutes en haut d'un col, mais tu vas pas utiliser ton collant, pardon. Eh bien, déjà, tu prends un collant en taille S ou XS, mais il faut quand même qu'il ressemble à un collant sportif. Hein. Tu peux pas prendre un truc de bas féminin parce que la personne qui va contrôler ton matériel obligatoire automatiquement va savoir que tu te fous de sa gueule et ça va la mettre en rogne. Donc tu prends un collant, un truc de sport, mais dans des tailles inférieures à la tienne. Tu vois, le mec, il en a rien à secouer que tu fasses S, L, XL, on s'en tamponne. Il va pas regarder ça. Et pour te dire, moi, mon collant, alors moi je fais du S, donc j'ai un collant en S, hein, parce que, bah voilà, Eh bien, mon collant fait 130 grammes. D'ailleurs, je sais qu'il y a des collants qui font 100 grammes, donc il faudrait peut-être que je change. Mais voilà, t'as une info déjà. Si le tien fait 200, il y a un souci. Ma veste, donc j'ai un petit coupe-vent vraiment léger là, hein, qui sur le papier est imperméable. Dans la réalité, je sais qu'au bout d'une heure, il est plus du tout imperméable. Mais voilà, j'ai une petite veste qui fait le taf. Elle fait 100 grammes. Donc là, t'as plusieurs marques, Scott, Compressport, Altra m'en a fourni un via l'équipementier Soar qui travaille en collaboration avec eux, et pareil, ça faisait 102 grammes. Donc voilà pour la veste. Et c'est pareil pour le pantalon de pluie, hein. Un bon pantalon de pluie, enfin un pantalon de pluie léger, bah, on va être autour des 100 grammes, donc si le tien fait 250, il y a un problème. C'est que t'as pris celui de Dédé sur le chantier, il faut absolument lui rendre, il va en avoir besoin. Voilà pour quelques petites indications sur le matériel obligatoire. Également, peut-être, alors là attention, tu pourrais prendre un risque, mais peut-être que tu peux faire confiance à l'organisation sur les ravitaillements. Alors l'UT4M, je sais pas, j'ai jamais participé, j'avais animé une fois au micro, mais je me souviens plus vraiment de quelle tête avaient les ravitaillements. J'ai pas trop fouillé le site pour voir s'il parlait des ravitaillements. Ça, c'est vrai que c'est souvent le problème sur les courses, elles sont assez évasives sur ce qu'on va trouver au ravitaillement. Pourtant, les coureurs sont avides vraiment de cette information. Ça peut être un gros axe d'amélioration pour les organisations, vraiment communiquer sur ce qu'on va trouver au ravitaillement. Mais peut-être que ouais, tu peux te délester de quelques barres pour être plus léger. Moi, je vois par exemple sur l'UTMB,
Donc dès que j'ai un ravitaillement avec l'assistance, je prends ma boisson Baou, mes gels Baou, etc. Pas de problème. Mais quand je suis entre les Contamines et Courmayeur, je n'emmène pas mes sachets de boisson. Je vais boire la boisson NAC qui est proposée sur les ravitaillements. Parce que c'est un gain de poids, c'est un gain de temps aussi. J'ai pas à sortir la poudre et à la mettre dans la flasque. J'arrive, il y a déjà une jerrycan toute pleine avec des bénévoles qui me remplissent la deuxième flasque pendant que moi je remplis la première. Donc ça va très vite. Tu gagnes 1 minute par ravito minimum. À la fin, ça fait quand même 10 minutes. Eh oui. Donc il y a ça, et je la digère très bien. Alors c'est vrai que moi je digère à peu près toutes les boissons qui existent au monde. Et ça c'est une grande force. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc voilà, je pose ça là, tu en feras ce que tu veux. Surtout si tu apprends que finalement les ravitaux c'est du sirop. Bon bah là, ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas... Alors une fois pourquoi pas, pendant 6 heures, attention. Voilà, tu peux jouer un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Vraiment que tu descendes, hein. 6,3 kg, non, c'est beaucoup trop. Quand même beaucoup trop. Et puis, tu vois, tu vas arriver vers 3-4 heures du matin, là, en partant à 7 heures. Ça peut être l'occasion. Faut être malin aussi avec la météo. Si la journée est très bonne, mais que tu sais que la pluie arrive le soir, tu peux récupérer tes vêtements pour la pluie sur la base de vie. Alors, dans ton sac, évidemment, tu auras des vêtements conformes au matériel obligatoire, mais encore une fois, ils seront plus légers, moins performants que ce que tu vas récupérer pour la vraie pluie. Par exemple, sur l'UTMB, la veste que j'ai utilisée l'an dernier pendant qu'il pleuvait n'était pas la même veste que je foutrais dans mon sac s'il fait beau. Et là, il y avait sans doute 200 grammes d'écart entre les deux. C'était énorme. J'avais pris une veste à 20 000 Chamberlain, là. Voilà. Voilà Gonzague. Donc, ton 6,3 kg, c'est un problème. Mais tu as bien fait d'essayer ton sac en amont. Il faut toujours faire ça. Si on s'entraîne toute l'année avec un petit sac, 2 flasques, 2 barres, pas de matos à l'intérieur, le jour de l'ultra, la surprise peut être énorme. Mon sac pour l'UTMB, là, 3,5 kg, c'était le même qu'au Grand Raid Ventoux d'ailleurs. Ça change vraiment par rapport à un sac de 1 kg où tu as 2 flasques et un gel. Tu sens la différence. Donc attention, ça c'est un très très gros conseil. Votre matériel pour le jour de la course, il faut le mettre dans le sac d'une manière intelligente. Essayez à l'entraînement. Est-ce que ça ballotte pas trop? Est-ce que je suis capable de montrer mon matériel obligatoire sans tout balancer sur la table si un bénévole me le demande? Est-ce que je sais où sont les trucs? Poche arrière droite, il y a quoi? Poche arrière gauche, il y a quoi? Poche centrale du haut, il y a quoi? Poche du bas, il y a quoi? Faut savoir. T'es là, l'orage éclate, faut que tu prennes ta veste. Si tu sais pas où elle est, tu fais quoi? Tu balances toutes tes affaires sur le chemin? Donc le sac doit être rangé de manière intelligente. Et une fois que c'est fait, il faut s'entraîner avec. Pour vérifier que ça ballotte pas dans tous les sens, que votre lampe frontale de rechange, elle soit pas en train de vous faire un trou dans les côtes parce que vous l'avez bourré au fond, etc., etc. Que vos barres soient accessibles facilement, que les flasques puissent être remises facilement dans le sac, alors que si vous avez blindé la poche autour, ça va plus rentrer, ça va vous agacer, et vous allez prendre un boucaquet de boissons énergétiques. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Et donc l'essayer à l'entraînement. Ça, c'est un truc que Patrick fait faire depuis très longtemps, Patrick Branger, mon entraîneur. Dès que j'ai commencé avec lui, en 2016, il y avait des sorties avec le sac de la course. Et je l'avais fait pour la TDS, et c'est vrai que j'avais dit, putain la vache, c'est quand même un peu chiant. Voilà Gonzague. Voilà, donc t'as très bien fait. T'as très bien fait là pour tes entraînements. T'as vu ce que c'était. Maintenant, il faut que tu réduises le poids du bordel, parce que là, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible d'avoir un sac de 6,3 kg. Il faut...
Je vais pas te dire de passer à 3,5 kg, parce que, comme on l'a vu, tu as une différence de nutrition par rapport à moi, liée à ton temps de déplacement, qui est quasiment le double. Mais passer à 5 kg, je pense que c'est un bon objectif. Et là, déjà, tu vas t'économiser 1,3 kg, déjà, tu seras bien. Petite astuce. Le matériel obligatoire à l'UT4M, c'est 2 litres d'eau. Donc il faut... Alors, s'il fait pas chaud, ils vont jamais vous le demander, mais s'il fait chaud, ils vont vous demander de quitter le ravitaillement avec 2 litres d'eau. Mais sur tous les ravitaillements. Si c'est un ravitaillement de 4 heures, c'est logique. Remarquez, si c'est un ravitaillement de 2 heures, il y a de grandes chances pour que vous buviez aussi vos 2 litres d'eau s'il fait très chaud. Mais admettons que ce soit un ravitaillement plus court et que vous vous dites « Putain, mais j'ai vraiment pas besoin de ces 2 litres d'eau, quoi !» Alors, 1 litre de boisson, ok, 500 ml d'eau pour apporter une hydratation différente, ok, mais les 500 autres millilitres d'eau, bordel, qu'est-ce que je vais en faire? Et bien, quand vous partez du ravitaillement, tranquillement, vous vous arrosez un peu la nuque. Comme ça, vous perdez le poids de la flasque, puisque l'eau tombe, et ça vous rafraîchit, donc ça fait descendre aussi la température corporelle. Voilà, donc vous pouvez gagner aussi sur ces tableaux. Par contre, attention, il faut bien dimensionner le temps entre les ravitaux et être sûr de ce qu'on a besoin. Si après vous vous retrouvez à manquer, là, bon, bah là, c'est le coup près, quoi. Là, c'est fatal, hein. Petite info que je vous donne comme ça, mais ce sera détaillé un peu mieux dans le compte-rendu du 90 km du Mont Blanc ce vendredi. Au niveau du ravitaillement du Buet, donc après, je crois, 3h25 de course, je me ravitaille, je repars avec 2 litres d'eau. Enfin, 1,5 litre, et puis j'ai rempli une autre gourde dans une fontaine un peu plus loin. Je suis arrivé à Émosson en 5h15, donc 1h50 entre les deux. J'avais tout bu. J'ai bu 2 litres en 1h50, et c'est même pire que ça. J'ai bu 2 litres en 1h30, parce que... Ouais, allez, 1h35, parce que j'ai fait la fin de la montée d'Émosson sans eau. Le dernier quart d'heure, j'avais plus d'eau. Donc vous voyez, ça peut aller très très vite. Là-dessus, il faut faire attention. Mais bon, si jamais tu dis, bon, putain, ils abusent et tout, il fait pas si chaud que ça, ils m'ont quand même forcé à partir avec 2 litres, tranquille, tu t'arroses un peu, tu fais retomber un peu la température, et puis voilà. Voilà Gonzague pour ces bons conseils. Bah, maintenant, tu vas te faire chier sur Internet à choper des vestes ultra light, etc. Des collants, des pantalons de plus légers. Et puis, bonne préparation pour cette UT4M. Tu vois, c'est très... Parcours bien salace, hein, quand même. Allez, rendez-vous vendredi sur duc-ami.fr pour le compte-rendu de ce 90 km du Mont Blanc. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au Duc tu feras.